À la fin du mois de mai, quand l'herbe se faisait rare en Crau, le troupeau se préparait à un long voyage. Il partait du hameau de Saint-Hippolyte jusqu'aux alpages qui s'étendaient entre Montgenèvre et Briançon. C'était la transhumance. À pied, hommes et bêtes marchaient 3 semaines durant avant d'arriver à destination. À raison de 20 km par jour en moyenne, tout dépendait du temps qu'il faisait et des imprévus que la route réservait. Et chaque soir, le troupeau se retrouvait sur l'aire de repos du village étape. Un programme aussi immuable qu'ancestral dans la vie du berger arlésien. Cette année-là, le grand-père allait emmener avec lui une chienne qu'il comptait ajouter à sa meute. Elle s'appelait Venise, un nom facile à prononcer pour le commandement. Venise venait de mettre au monde une portée de chiots. Il tétait encore, mais le sevrage était proche. La chienne continuait à s'occuper de ses petits, les dorloter, les lécher tendrement, les replacer du bout de son museau, comme une mère attentive et pleine d'affection. Mais il fallait bien partir, prendre la route pour l'alpage. Cet objectif signifiait pour Venise qu'elle allait devoir quitter sa progéniture. Le grand-père se disait qu'elle ne penserait qu'à son travail et aurait ainsi l'esprit tranquille. Et puis, ce n'était qu'une échappée de quelques mois. À son retour, elle retrouverait ses petits plus beaux et plus vigoureux encore. Rassemblées dans un grand pré, 2000 bêtes, provenant de plusieurs élevages, portaient chacune la marque rouge de son propriétaire sur la laine blanchâtre. L'heure était venue de partir. La matinée était déjà bien avancée lorsque la marée de laine s'ébranla dans un tintamarre de sonnailles et de bêlements. Mais, digle-donc, mais, digle-donc, mais. Le convoi était parfaitement organisé. Les ânes et les chèvres ouvraient la marche. Que n'a-t-on médit sur les ânes? Auxiliaires aussi courageux qu'indispensables, doués d'une mémoire extraordinaire, ils connaissaient la route par cœur. Les bergers n'avaient pas de soucis à se faire, il leur suffisait de suivre ces éclaireurs exceptionnels et tellement opiniâtres. À une bonne trentaine de mètres plus en arrière, le troupeau de brebis suivait, guidé par le bélier. Le flot moutonnier se hâtait, flanc contre flanc, tête contre croupe. Tout le monde se déplaçait à la même allure, régulière et assurée, sans penser à s'arrêter pour ne pas rompre le rythme de la marche. Vêtus de leurs capes de bure, mains crispées sur le bâton de voyageurs, les bergers marchaient à côté de leurs bêtes, tandis que les chiens allaient et venaient en tous sens avec la frénésie que procurait la perspective des grands espaces. Les chiens ne s'arrêtaient jamais. Ils couraient, ici et là, encadraient le troupeau, le protégeaient, surveillaient, revenaient, recommençaient sans cesse leurs évolutions. Ils avaient un bon entraînement à la marche, une constance et une endurance exceptionnelles dans le travail, les braves bêtes. Venise, les mamelles pendantes aidaient à la tâche comme les autres. Dernier élément du convoi, la charrette tirée par un mulet fermait la marche. On y transportait tout le matériel pour l'alpage, les victuailles, les marmites, les roues de sel, et toutes les choses soigneusement réfléchies dont on aura besoin une fois plongé dans la solitude de la montagne. À tour de rôle, les bergers allaient se relayer sur le charreton pour se reposer un peu car la route s'annonçait longue et fatigante. Le grand jour était arrivé. On partait. Tout le monde était rassemblé au bord du fleuve, sonnaillant, souhaitant bonne route à grand renfort de gestes et de cris d'encouragement. On allait, une fois de plus, laisser derrière soi femmes et enfants pour quelques mois, on allait abandonner un confort humble pour un confort précaire. Telle était la vie du berger. Marcher, aller de l'avant, sans jamais se retourner, marcher au rythme des moutons, vers la montagne éternelle. Hommes et bêtes savaient tout de ce voyage. Ils savaient où on s'arrêtait, où on mangeait, où on couchait.
Il savait dans quel village on était attendu, dans quel autre on pouvait acheter du pain, du tabac ou du vin. Il savait quel bourg dormait quand on passait tard le soir, parfois de nuit, quelle place on quittait aux premières lueurs de l'aube. Il savait quelle route on empruntait, quelle ville on évitait. Il savait quel chemin on gravissait, tranquille, loin des agglomérations. Il savait où on retrouvait, au détour d'un col, la draille ancestrale tant de fois martelée par le passage de l'exode transhumant. Chaque nom évoquait une ville, un ruisseau, une vallée, un sentier, un endroit familier ou redouté, une difficulté, un apaisement. L'itinéraire réservait sa part de soleil, de chaleur, de vent, de pluie, de froid, d'orage. Les événements, heureux et malheureux, se succédaient. Ici, c'était un accueil chaleureux. Les enfants couraient à l'approche des sonnailles, les petites mains caressaient les chèvres, les ânes. Là, c'était une mise bas, qu'il fallait secourir promptement et ensuite placer l'agneau sur la paille de la charrette. Ailleurs, c'était un passage agué, délicat, parfois une chute. Plus loin, c'était le rafraîchissement sous l'ombre bienveillante des arbres qui dispensaient généreusement leur floraison de fruits. Dans cette alternance de sympathie, d'antipathie, de mépris et d'amitié, au passage du troupeau bêlant, tantôt se dressait à un point rageur, tantôt une main amicale tendait une tasse de café chaud. À la fin de chaque journée de marche, la halte signifiait repos et soulagement pour des milliers de pattes et pour quelques jambes. Comme un torrent laineux, la moutonnaille déferlait vers l'air réservé, vers quelques jasses pour la nuit, vers l'abreuvoir, enfin, buvant, léchant les pierres à sel. En d'inlassables allées et venues, les chiens avaient fort à faire pour éviter tout débordement. Rien n'échappait à leur vigilance. Venise était solidaire. Elle participait à sa manière comme une débutante qui manquait un peu d'expérience, mais manifestait un minimum de motivation en imitant les autres. Lorsqu'ils étaient attendus, l'effusion d'une poignée de main précédait les chaudes retrouvailles qui se poursuivaient sous la lampe à pétrole, autour de la grande table sur laquelle fumait une soupe de légumes. Le grand-père donnait des nouvelles, les autres écoutaient. Parfois, il fallait dormir à la belle étoile. Le ciel, il allumait ses myriades de petites lumières, la magie de la nuit s'installait silencieusement. Peu à peu, la voûte céleste passait du rose au bleu foncé comme une étoffe constellée. Les insectes nocturnes entonnaient leur mélopée pour accompagner le bruissement des feuillages qu'un vent du soir faisait frémir. De loin en loin, de faibles lueurs révélaient quelques fenêtres allumées. L'air embaumé des parfums d'humus et de chèvrefeuille. Les bêlements s'atténuaient, tout se taisait, tout entrait en harmonie. Avec l'obscurité venait la trêve salutaire. La nuit semblait tout confondre, tout adoucir, bergers et bêtes endormies, sonnailles silencieuses, plus de bruit, tout reposait paisiblement. Dans la fraîcheur matinale, avant le lever du soleil, l'expédition reprenait sa longue route. Au fil des jours et des péripéties, des peines et des joies, le convoi passa Digne, Seine-les-Alpes, s'engagea dans la vallée de la Durance. Il finit par gagner la montagne, mais il restait encore à parcourir une bonne poignée de kilomètres avant la fin du voyage. Le chemin devenait de plus en plus difficile. Tantôt il s'étirait le long d'une gorge étroite, tantôt il longeait une paroi abrupte, obliquait, montait, descendait, et toujours les brebis marchaient, et les chiens encadraient le troupeau sans défaillir, la langue pendante et l'œil ardent. On dépassa Briançon. Quelques heures de marche encore, les dernières, et on arriva sur les pentes herbeuses de Montgenèvre. Terre promise, convoitée dès les premiers pas de l'interminable migration, l'alpage, enfin, était atteint.
On conduisit les bêtes sur le pâturage, le temps de fermer les barrières de l'enclos. Enivrée par l'altitude, la marée moutonneuse se dispersait dans un océan d'herbe que le vent faisait onduler. Les vagues de jade se perdaient à l'infini, jusqu'aux crêtes inaccessibles qui déchiraient les nuages. Après avoir déniché la clé de la cabane sous une pierre, on déchargea la charrette. On sortit le fromage, les pommes de terre, on prépara le feu et la soupe. Les chiens jappaient de joie, sachant leur pénible tâche à présent terminée. Ils remuaient la queue et, éreintés par la longue marche, se jetèrent goulûment sur leurs gamelles de polenta. On se préparait à passer sa première nuit sur l'alpage. Les bergers montèrent les ultimes mètres jusqu'au grenier. Avec 400 kilomètres dans les jambes, ils n'avaient à présent qu'une seule idée, dormir. À proximité de la grange, la ritournelle des sonnailles et des bêlements s'estompait à mesure que la nuit tombait. Venise aboyait par intermittence. Et elle finit par se taire. Tout était tranquille dans l'obscurité de la montagne, de la nuit. Seule une chouette veillait et rompait le silence de son ululement familier. Tout le monde était fatigué, les hommes comme les animaux. On s'endormit, épuisé, vanné, vidé. Le lendemain matin, de très bonne heure, le grand-père se leva le premier. Il ouvrit la porte, la clarté s'engouffra. Le paysage alentour était tellement différent des plaines arides de Cros. Face à lui, les pentes dessinaient une mosaïque de parcelles des verts les plus bigarrés. Le soleil qui pointait jouait avec les dernières ombres de la nuit et peignait les glaciers d'ocre jaune et de bleu. L'horizon, abrupt et déchiqueté, était piqué de petites taches qu'on devinait être des maisons perdues dans l'immensité. Ses premières pensées allèrent vers ses chiens qu'il savait dévouer corps et âme et sur qui il pouvait compter sans réserve. Il alla les trouver dans la bergerie. Il remarqua que la porte était entrebâillée mais n'y prêta pas la moindre attention. À la vue de leur maître, les chiens s'agitèrent, se levèrent et accoururent vers lui. Ils jappaient, sautaient, battaient queues et flancs de joie et de contentement. Ils faisaient la fête mais avaient surtout la fringale, comme leur maître. Tous les chiens étaient là, sauf Venise. Sur l'instant, le grand-père pensa qu'elle s'était échappée pour chasser quelques marmottes ou autres bêtes sauvages. Ce n'était pourtant pas dans ses habitudes, pensa-t-il, mais quel instinct avait-il pu se réveiller dans cette nouvelle vie presque sauvage? Elle reviendrait certainement dès qu'elle aurait faim. Le petit déjeuner avalé, tout le monde se prépara. Puis chacun partit de son côté emmener le troupeau. Tout le monde appela la chienne, elle avait brusquement disparu à l'étonnement de tous. On appela, on siffla, on appela, encore et encore, Venise! Venise! Le nom résonnait de tous les côtés de la montagne, ça partait ici, ça revenait là, un coup de voix, un coup d'écho, Venise! 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 Indifférents aux éclats de voix, les moutons s'éparpillaient aux confins des vastes étendues verdoyantes, se grisant de cette abondance de chlorophylle et d'air pur. Ils montaient haut, mais ils ne s'éloignaient jamais au-delà d'une limite que leur indiquait leur instinct, selon la chaleur ou le vent qui les faisait avancer ou s'immobiliser et paître tranquillement. Midi arriva. On se retrouva à la cabane. Le grand-père questionna. « Alors, et Venise? Personne n'a la moindre idée de l'endroit où elle aurait pu aller? »« Eh non, grand-père, pas plus que vous, » répondit un berger. « Elle s'est peut-être sauvée, mais allez savoir dans quelle direction chercher. »« Elle reviendra, » répondit un autre. « Pour sûr, elle reviendra. Elle n'est pas habituée, c'est tout. C'est la première fois qu'elle fait un voyage pareil. Mettez-vous à sa place de 2 minutes. »« Quand même, j'ai jamais vu ça de ma vie. » reprit le grand-père. « J'ai jamais vu un de mes chiens prendre la fuite, au contraire. Au début, c'est plutôt craintif, ça reste avec les autres. »« Ouais,
En tout cas, c'est bizarre comme comportement, précisa-t-on. On ne sait pas tout sur les chiens. Si ça trouve, quelque chose l'a fait fuir. Mais quoi? Bon, cet après-midi, même limonade, conclut le grand-père. On continue d'appeler et on lance les recherches. Elle s'est peut-être blessée ou tombée dans un trou. Tendez bien l'oreille surtout, on ne sait jamais si elle se plaint. Il faut que quelqu'un l'entende. La conversation se poursuivit autour de la qualité de l'alpage et des bonnes conditions météorologiques. Seul point noir au tableau, l'inexplicable disparition et le désarroi des bergers. Combien de si, combien de peut-être pouvait-on prononcer en pensant à Venise? Les jours passèrent. On ne cessa d'appeler. Venise ne reviendrait pas. Venise ne reviendrait plus. Nul ne savait vers quelle mystérieuse destinée la chienne avait soudain balancé sa vie. Tant de jours après, qu'était-elle devenue? Personne ne le savait. Là-haut, dans la montagne, sur l'alpage infini de Montgenèvre, des milliers de brebis et quelques hommes vivaient leur vie de nomades. On continuait à surveiller le troupeau, à traire les chèvres pour préparer les faisselles, à cueillir les champignons, à soigner les bêtes malades. On s'occupait à sculpter des colliers de cytises, à jouer à la belote sous la lampe à pétrole, à discuter. Les bergers essayaient d'oublier, vaille que vaille, l'affection profonde mais distante qu'ils avaient eue pour celle dont le nom désormais n'était plus évoqué dans les conversations. La dure réalité reprenait ses droits. Venise faisait désormais partie des souvenirs. À Saint-Hippolyte, pareil aux femmes de marins sans mari, les épouses s'attelaient à la besogne. Pendant l'estive, toute la responsabilité des activités rurales leur revenait. Il fallait s'occuper de la ferme, des enfants, des plantations, des bêtes. Chaque décision était de leur ressort. Les femmes géraient tout. En paysannes expérimentées, elles savaient comment agir face aux situations les plus soudaines. Un soir, il se passa un événement invraisemblable à la ferme. Tandis que deux femmes veillaient encore un peu, en devisant des choses de la journée, les petits chiens de la nouvelle portée s'agitèrent. Ils poussaient des petits aboiements frénétiques. On cria pour les faire taire. Peine perdue, ils gigotaient de plus en plus. Il était impossible de les calmer. Prises de panique au milieu de cette agitation, les deux femmes se regardèrent, muettes et désemparées. Elles entendirent soudain un gémissement derrière la porte. Elles collèrent l'oreille au battant. « On dirait une bête qui pleure, » fit l'une. « Écoute, ça respire, » fit l'autre. « Aïe, 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 et nos maris qui sont en galère. »« Mais c'est une bête qui souffre, peu cher. Vas-y, ouvre. »« Ah, moi j'ouvre pas la porte, hein. Pas question. Ou alors, je prends le balai. Eh ben, prends-le, ton balai. Moi j'ouvre. » Les chiots jappaient à fendre l'âme. Lentement, elle ouvrit la porte, apeurée, parce qu'elle allait découvrir. La curiosité était trop forte. Et là, dans l'encadrement, ce qu'elles virent les confondit. Elles reconnurent une silhouette aussi familière qu'inattendue. « Mais c'est pas possible! Venise, c'est toi ma belle! Mon Dieu !» Venise était revenue. D'un bond, elle sauta entre les femmes et se rua sur ses petits. Ça jappait, les queues fouettaient l'air dans tous les sens, les coups de langue étaient aussi mouillés que les yeux. Quelle retrouvaille, quelle farandole! Venise, que là-haut on croyait avalée par la montagne, avait parcouru la même distance considérable uniquement pour retrouver ses chiots.
La pauvre bête était maigre, efflanquée, affamée, assoiffée, sale, elle avait les pattes en sang et le museau entaillé à plusieurs endroits. Et pendant toutes ces journées où elle marchait vers Saint-Hippolyte, elle n'avait pratiquement rien mangé. Tandis que les bergers l'appelaient, Venise marchait, Venise courait, encore et encore, sans que rien ne l'arrêtât dans sa détermination. Elle obéissait à un autre appel, plus impérieux encore, un appel invisible que seule une mère pouvait entendre. Et de la voir lécher ses petits alors que la salive lui manquait, on devinait tout l'amour que la chienne pouvait porter à ceux qu'elle aimait, jusqu'au bout de la souffrance la plus extrême. Un bon quart d'heure s'écoula sans qu'il fût possible de séparer la chienne de ses chiots. Mais Venise avait besoin de quelques soins. On la nettoya sommairement, elle but, mangea et retourna dormir auprès de ses petits pour ne plus les quitter cette fois. Après toutes ces émotions, les femmes se séparèrent. La grand-mère souriait. Avant de gagner sa chambre, elle regarda une dernière fois le touchant tableau des petits chiens endormis, blottis contre leur mère. Elle réalisait combien l'amour des animaux pouvait être intense dans la douloureuse déchirure à présent refermée. Elle pensait à la tête que ferait le grand-père lorsqu'au retour, il retrouverait Venise en parfaite santé.